Le premier ministre Mark Carney est en tournée en Asie du Sud-Est cette semaine, un voyage qui survient alors que les relations du Canada avec Washington traversent une nouvelle zone de turbulence. C'est justement dans ce contexte que M. Carney tente de réorienter la politique commerciale du pays, avec une promesse ambitieuse, doubler les exportations canadiennes hors des États-Unis d'ici 10 ans. Mais pour y parvenir, Ottawa devra composer avec une géopolitique complexe et rebâtir des ponts avec deux partenaires de plus en plus incontournables, la Chine et l'Inde. Yves Tiberghien est doyen et professeur distingué à l'École d'économie et de sciences politiques de Taipei de l'Université nationale Tsinghua à Taïwan. Il est également professeur de sciences politiques à l'Université de la Colombie-Britannique. Monsieur Tiberghien, bonsoir. Bonsoir, c'était un plaisir d'être avec vous. Alors, je le mentionnais il y a un instant, M. Carney veut doubler les exportations canadiennes à l'extérieur des États-Unis d'ici 2030, ou d'ici 10 ans, c'est-à-dire, mais dans quelle mesure le succès de cet objectif repose-t-il sur l'Asie? Eh bien oui, tout à fait. Alors déjà, il faut dire que c'est très difficile ce qu'il essaie de faire, puisqu'on est les exportations canadiennes vont à 76% vers les États-Unis aujourd'hui, 24% vers le reste du monde. Et ça a été très très têtu. Il y a plusieurs gouvernements depuis des décennies qui ont essayé de réduire ce chiffre et il est très têtu. Et donc doubler ça, c'est une gageure, mais c'est ce qu'il faut faire maintenant puisque le Canada est sous la pression, une pression intolérable des États-Unis. L'Asie représente 60% de la croissance aujourd'hui. C'est l'Indo-Pacifique, c'est vraiment le cœur de la croissance mondiale, de l'économie. C'est là que beaucoup de choses se font au niveau technologique, au niveau innovation, etc. Et donc, c'est incontournable. C'est là qu'il faut aller. Parce que l'Europe, certes, c'est un bon partenaire, mais c'est un marché mûr. Il n'y aura pas d'énorme croissance. Il y aura une croissance sur certains domaines. Mais pour avoir une croissance plus large, il faut aller dans les pays en pleine croissance. Vous l'avez mentionné, c'est un travail de longue haleine. Quelles mesures le Canada devrait-il prendre ou prévoir pour transformer justement ces discussions de M. Carney en Asie du Sud-Est en des résultats tangibles pour l'économie canadienne? Alors, on sait aussi qu'une partie de l'effort va être national en réduisant les barrières en investissement de commerce à l'intérieur du Canada et dans l'infrastructure. Donc, ça pourrait déjà baisser le total et avoir un effet sur les pourcentages. Mais ce qu'il faut faire ensuite, c'est ouvrir... Alors, pour les pays d'Asie, souvent, le commerce suit des relations diplomatiques. Donc, les relations diplomatiques sont incontournables. Et puis ensuite, il faut créer des effets leviers avec les accords de libre-échange. Le Canada est en train de travailler un accord avec la NAS, les pays de l'Asie du Sud-Est. Ils sont maintenant 11, également avec les Philippines, également réouverture des relations avec l'Inde. Et puis, on va voir dans quelques jours, réouverture très délicate et prudente avec la Chine. Donc, il y a tout ça. Puis après, il faut bien sûr encourager les entreprises. Je pense qu'il y aura un travail où c'est le secteur privé qui doit être en avant, mais ils auront besoin de soutien, d'aide du gouvernement là où ça peut aider. Vous avez mentionné que les relations économiques, pour ce faire, déjà, il faut avoir des bonnes relations diplomatiques. Et on sait que le premier ministre Carney espère rencontrer le président Xi lors de l'APEC. Quel conseil lui donneriez-vous avant cette rencontre pour qu'elle soit le plus fructueuse que possible? Oui, alors ça va être une rencontre très très importante. On n'a pas eu une rencontre officielle de qualité entre la Chine et le Premier ministre canadien depuis 2017, pardon. Après ça, c'était que des rencontres courtes et de mauvaise qualité. On connaît bien l'histoire. Alors le Canada doit vraiment être bien préparé. Préparer les dossiers. Alors bien sûr, il y a deux gros dossiers. Il y a le dossier des véhicules électriques et puis le dossier agricole du côté canadien. Mais il y a également les aspects de sécurité économique, etc. Je pense que là... et puis derrière ça, il y a après les gros sujets communs, c'est-à-dire que le monde entier est inquiet du fait que les États-Unis soient en train de casser les institutions internationales et l'ordre par la règle. Et la Chine, qui ne respecte pas toujours les règles, en respecte certaines quand même, surtout sur le plan économique, c'est le G20, le FMI, la Banque mondiale, pas bien sûr sur les aspects politiques ou les aspects de valeur. Et donc, ça pourrait commencer par une conversation sur le G20, le futur
de l'ordre économique mondial, etc. Je sais que ces discussions, les académiques chinois sont très engagés dedans et ont souvent des réflexions de qualité. La Chine a besoin d'un ordre économique mondial stable pour continuer son développement. Donc il y a un intérêt commun au niveau systémique. Après, la préparation du dossier des véhicules électriques est délicate parce que d'un côté, le Canada peut-être a intérêt à bouger un peu pour les exploitations agricoles qui sont coincées en réponse, mais également a besoin de protéger son industrie automobile, de ne pas être complètement submergée par les automobiles électriques chinoises. Donc il faut trouver le chemin. L'Union européenne a trouvé un compromis. Au lieu de faire 100% de tarifs, elle a fait une étude de l'aide qu'ont reçue ces entreprises, les aides gouvernementales, et ils ont trouvé que c'était entre 30 et 50%. Donc, ils ont mis des tarifs selon entre 30 et 50%. Peut-être que c'est le genre de compromis similaire à l'Union européenne que le Canada pourrait faire. Donc, j'imagine que le Canada a préparé sa copie, savoir ce qui pourrait être dans l'intérêt canadien. Et puis après, il y a tout l'aspect purement diplomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rencontre de qualité, simplement pour faire des échanges d'opinions, enfin, etc. Et ça, c'est très important du côté chinois ou asiatique en général. Question de phase, question de rituel. Et le rituel peut avancer beaucoup à trouver des points communs. Il faut dire quand même, au cours des dernières années, évidemment, la Chine a fait les manchettes au Canada, surtout pour son ingérence présumée dans nos élections, pour avoir détenu les deux Michael. À bien des égards, la Chine demeure un adversaire. Que doit faire le Canada pour rebâtir les ponts avec Pékin, mais aussi gérer cette relation avec sagesse? Ouais. Alors donc, c'est la vie compliquée de tous les États démocratiques aujourd'hui, comme l'Australie, comme l'Europe, comme la Corée, comme le Japon. Alors d'un côté, on est pris en sandwich, c'est-à-dire que d'un côté, on a les États-Unis qui nous tordent le cou pour passer à la caisse, et qui cassent les règles internationales. Et de l'autre côté, on a une Chine menaçante en laquelle on n'a pas confiance. Et puis après, il y a d'autres États émergents. Et donc, alors c'est difficile. Et bien sûr, il faut avoir les yeux bien ouverts. Il y a des choses, il faut faire attention. Mais il reste certains sujets sur lesquels il est possible de parler poliment. Et c'est ce chemin que doit trouver le Canada, tout en étant précautionneux. Et c'est le même problème que les autres pays ont dans le G7 ou le G20. Il faut voir aussi que le Canada a un long chemin possible, puisque de tous les pays de l'OCDE, les 40 ou 50 démocraties avancées, économies avancées, on est le pays avec le plus faible taux d'exportation vers la Chine. On n'est qu'à 4%. L'Union européenne est à 10%, le Japon est à 23%, l'Australie est à 40%. Donc on est le pays le moins exposé à la Chine. Et donc il y a un peu d'espace sans doute pour le faire de façon sécuritaire, tout en étant précautionné, bien organisé. Yves Séberguin, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir et pour vos lumières sur ce sujet. Merci, c'est un plaisir, Marc-André.